Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h47 sur Sud Radio et on vous explique ce matin ce qu'on veut mettre en place au sein de l'école qui s'appellerait un passeport d'éducation économique et budgétaire. Bonjour Pascal Delima. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef économiste au cabinet Novamind. Commençons peut-être très simplement pour que tout le monde ait la même base avant de commencer notre conversation. Ce passeport d'éducation économique et budgétaire, concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est un dispositif d'éducation économique, budgétaire et financière. Et le but, c'est de donner aux élèves des repères très très concrets sur l'argent. Alors, c'est pas un cours de finance très sophistiqué, mais c'est des choses de la vie quotidienne, comme comprendre un budget, savoir ce qu'est un compte bancaire, une épargne, un crédit, une assurance, mais aussi repérer, c'est ça qui est un petit peu nouveau, les arnaques financières dans un contexte très numérisé et dans un contexte très cyber. Et vous parlez, c'est vrai, du contexte de ces chiffres, de ces arnaques financières. Des chiffres sont tombés cette semaine, ils sont assez affolants puisque en réalité, il y a une institut d'études, c'est le CSA mené en janvier pour l'OCDE et la Banque de France. Les Français s'endettent plus qu'en 2023, ça c'est intéressant. Et les arnaques financières se multiplient. 38% des 18-24 ans déclarent avoir déjà consulté une intelligence artificielle pour avoir justement des conseils financiers, ce qui est intéressant. Mais quand on évoque cette généralisation donc de ce petit cours d'économie, on parle de la classe de 4e. Pourquoi est-ce que la classe de 4e est visée ? Parce qu'on a quoi, 13-14 ans à ce moment-là. C'est le bon âge, c'est-à-dire que bon âge. Plus on est jeune, mieux c'est pour être sensibilisé à ces questions. Tout à fait, c'est un âge charnière pour l'OCDE, c'est autour de 14-15 ans, c'est un âge charnière. Il y a des pays qui commencent un petit peu avant, d'autres un petit peu après. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que la 4e, ça se comprend comme un âge où les élèves ne sont plus des enfants totalement extérieurs à l'économie. Ils ont parfois de l'argent de poche, un téléphone, des achats en ligne. Ils font des jeux vidéo, il y a des abonnements, il y a des usages sur les réseaux sociaux. Et même parfois, certains ont une carte bancaire jeune ou des paiements supervisés par les parents. Donc oui, c'est clairement un âge où on peut commencer à parler sérieusement de budget, mais il y a une limite, évidemment, il y a une limite à tout ça, c'est que les risques commencent souvent avant la 4e aussi, dès la 6e, il y a beaucoup d'élèves qui sont déjà exposés aux jeux en ligne, aux influenceurs, aux publicités ciblées. Et donc, c'est un premier dispositif, mais qui pourrait rapidement être étendu, être plus progressif et commencer un petit peu avant, comme le font un certain nombre d'autres pays. Sachant qu'il faut savoir que ce fameux passeport d'éducation économique et financière, ça avait déjà été testé auprès de certains collégiens et auprès de certains lycéens. Mais Pascal Delima, vous qui êtes chef économiste au cabinet Novamind, quand on parle de gérer un budget, de comprendre un crédit, par exemple, de comprendre tout simplement même le principe de l'épargne, est-ce le rôle de l'école d'enseigner ça, ou est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que quand on voit aujourd'hui le niveau des élèves, ce serait pas d'abord le rôle des parents ? Bien sûr. Alors j'ai envie de répondre un petit peu. Les deux, mon colonel. Voilà, c'est tout à fait les deux, mon colonel. Donc, et bien sûr que les parents restent clairement les premiers éducateurs du rapport à l'argent. Ce sont eux qui transmettent les habitudes, l'argent de poche, les limites, les différences entre les besoins, les envies, etc. Mais dans toutes les familles, les choses se transmettent pas toujours de la même façon, avec les mêmes repères. Certains parlent d'argent, de budget, de banque, d'autres non. Donc l'école doit pas remplacer les parents, mais ça doit garantir un socle commun minimal. C'est exactement ce que l'école fait déjà avec d'autres sujets. On le voit dans la sécurité routière notamment, la santé, les médias. Et quand un risque devient finalement collectif, avec la montée du numérique, quand il devient massif, l'école peut devenir quand même légitime pour donner des repères. Ouais. Et souvent quand même, quand je me rappelle de certains cours d'économie, quand on fait certains cours d'économie, même à la fac, c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même, est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que vous parliez de risque, celui d'une vision quand même trop orientée, qui pousserait par exemple à la consommation ou vers certains modèles avec un véritable prisme qui ne donnerait pas la réalité des faits à des élèves ? Absolument, en fait, il faut le prendre au sérieux ce risque. L'éducation financière doit pas devenir une éducation à bien consommer, à bien s'adapter au système. Ça doit pas être une promotion de la finance, des banques, du crédit ou de l'investissement, de l'idéologie en quelque sorte. Ça doit au contraire donner juste aux élèves les moyens d'être meilleurs en quelque sorte dans ces sujets-là, les moyens de comprendre, de comparer, Et donc faut éviter en quelque sorte deux dérives. La première, c'est une dérive morale et budgétaire. Faire croire que si les ménages sont en difficulté, c'est parce qu'ils gèrent mal. C'est faux. Bon. Et la deuxième dérive, c'est une vision un petit peu trop individualiste, un peu à l'américaine, où on dirait aux jeunes, soyez vigilants, sans s'interroger sur les plateformes, les publicités ciblées.
Et donc, le soyez vigilant, il faut aller un petit peu plus loin. Il faut dire oui à EducFi, mais à condition d'en faire une éducation critique. Non, mais si on s'intéresse aussi à ça, c'est que j'imagine que d'autres pays le font déjà. Qu'est-ce que ça a donné, par exemple, un peu autour de nous? Est-ce que c'est le même âge? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a une meilleure, je sais pas, rigueur ensuite budgétaire dans les générations qui s'étendent? Oui, ça marche, mais en général, ça marche d'autant mieux que c'est très concret et que ça devient progressif et que ça commence à partir de la 6e. Donc là, c'est déjà une première étape, c'est pas mal. Il faut commencer par quelque chose. Donc, la France n'est pas isolée. L'OCDE pousse depuis longtemps le pays à renforcer la culture financière. Au Royaume-Uni, on commence dès le collège et le lycée, et donc il y a déjà une éducation financière qui existe. Aux États-Unis, le mouvement aussi est très fort. L'Australie également l'a développé. Et donc, la leçon, elle est claire. Ce qu'il faut dire, c'est que ça marche mieux quand c'est concret, répété dans le temps, relié à des vrais usages numériques, et puis évalué sur des situations concrètes et très réelles. Sachant qu'il y a aussi une question, est-ce que tout ça ne vient pas renforcer l'idée, Pascal Delima, que la France est quand même un mauvais élève économique? On entend souvent les économistes dire qu'on se souvient du prix Nobel d'économie qui avait été auditionné à l'Assemblée nationale, qui avait été absolument étonné du manque de culture économique des députés. Est-ce qu'en France, on a en effet ce problème? On manque de culture économique, les Français en général? Les Français en général, on manque de culture économique et tout cela est très relié finalement. On manque de culture économique, c'est évident, on le voit souvent dans les discussions avec ses proches, dans les débats parfois publics aussi. On voit que comprendre une dette, par exemple, c'est quelque chose de très très compliqué. Et puis effectivement, c'est relié aussi au... On a des super prix Nobel, mais il faut le dire qu'au niveau national, le niveau en mathématiques est en train de baisser aussi beaucoup, et les mathématiques permettent de comprendre aussi l'économie. Et derrière les mathématiques de base, il y a les additions, les soustractions, l'argent et un peu la finance quand même ici, il faut le dire. Et donc c'est relié à notre sujet d'aujourd'hui, si vous voulez. Donc on va voir et on va être attentif quand même à ce passeport d'éducation économique et budgétaire qui va faire son entrée en classe de 4e. Ça a été annoncé cette semaine notamment par le ministre de l'Éducation nationale, y compris en compagnie de son collègue et de son confrère, le ministre de l'économie, et à voir comment ça se développe et ce que ça produit notamment comme effet. Merci beaucoup, Pascal Delima, d'avoir été avec nous, chef économiste au cabinet Novama.